Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement content d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je dois vous admettre que ça doit être en 9 ans la première présentation que je fais en français. On va essayer de s'accrocher un petit peu et de trouver les bons termes. Avant de se lancer tout de suite dans le cœur du sujet, juste expliquer rapidement qui je suis, d'où je viens. Donc, j'ai effectivement une entreprise qui s'occupe des exposants qui assistent à des foires expo, préparation des événements, etc. Maintenant, mon vrai background, c'est le marketing digital. C'est de là que je viens. J'ai travaillé dans de nombreuses industries. J'ai travaillé dans le jouet, dans les produits médicaux. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans la logistique, dans l'événementiel. Enfin, j'ai un panel assez large qui fait je pense, normalement, si tout se passe bien, pouvoir couvrir toutes les questions qui vont arriver. Et on va essayer de toucher à tous ces sujets, mais surtout, on va parler de content marketing, de marketing de contenu, et voir comment ce type de marketing spécifique va pouvoir aider toutes les entreprises, que vous ayez un budget ou non, comment ça va les aider, et on va prendre des exemples très concrets pour voir comment mettre ce genre de stratégie en place. Alors, ça va être à droite. Ok, très bien. Alors, première chose, on va essayer de voir la différence entre le long terme et le court terme. Parce que toutes les stratégies marketing que vous mettez en place, qu'elles soient payantes ou qu'elles soient gratuites, on est toujours entre est-ce que je fais ça sur du long terme, est-ce que je fais ça sur du court terme. Donc, pour commencer, on va faire très très simple, on va voir les bases. Donc, on va commencer par enfoncer des portes ouvertes et puis on rentrera dans le détail après. Donc, quand on parle de type de marketing, il va y avoir des choses comme le marketing payant. Donc là, on va parler en général de publicité, ça peut être du AdWords, ça peut être de l'achat de bannières, ça peut être du en ligne, du hors ligne. Il va y avoir des choses comme les trade shows, les foires expo, louer un stand sur une foire expo et faire la promotion de ses produits. Et puis de l'autre côté, on va avoir les choses gratuites. Alors ça peut être des choses telles que content creation, donc c'est particulièrement de ça qu'on va parler aujourd'hui, ou ça peut être ce que j'aime bien appeler les smart strategies. Donc smart strategies, c'est quelque chose qui est vraiment typique à votre business. Ça peut être quelque chose lié aux médias sociaux, ça peut être quelque chose lié à du guerrilla marketing. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais en général, l'avantage de ces stratégies, c'est ce qu'on appelle le growth hacking dans le monde des startups, c'est-à-dire que ça va être des petites choses qui sont vraiment uniques à votre business, qui ne coûtent pas forcément beaucoup d'argent, mais qui vont permettre d'avoir des résultats importants et rapidement, et que les grosses entreprises, les grosses structures ont en général beaucoup de mal à mettre en place parce que ça ne rentre pas dans leur process. Et puis, il va y avoir tout ce qui est entre les deux. Alors, je le mets entre les deux parce que en payant un petit peu, on peut en général avoir un effet dessus, mais ça peut aussi marcher de manière gratuite. Donc là, on va parler du word of mouth, ça va être le bouche à oreille. On va parler aussi de choses telles que les conférences. Des conférences telles qu'aujourd'hui, c'est super pour pouvoir faire du réseautage, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, créer des partenariats. Ça peut rentrer dans la catégorie payante, ça peut rentrer dans la catégorie gratuite. Voilà, ça c'est juste pour donner une idée globale de tous les domaines. Et nous, on va se concentrer sur le content creation. Et pourquoi le content creation? Alors pour commencer, je vous ai amené une petite étude de cas. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui connaissent HubSpot ici? Vous êtes tous familiers avec l'entreprise? Ok, alors HubSpot en gros c'est le leader mondial quand il s'agit de content marketing, inbound marketing, toutes ces stratégies marketing principalement basées sur le digital et sur le web qui permettent de collecter des leads, des informations prospects et d'augmenter sa visibilité. HubSpot, c'est les leaders mondiaux et donc ce qu'ils ont, c'est que vu qu'ils ont tellement d'entreprises, ils font régulièrement des études de cas. Et là, l'étude que je vous ai amenée, c'est sur 15 000 entreprises à travers le monde. Et on étudie un petit peu sur ces 15 000 entreprises en divisant B2B et B2C, d'où vient le trafic. Donc vous avez un site web, vous avez du trafic, vous avez des visiteurs. D'où vient ce trafic en règle générale? Et quand on regarde les études d'HubSpot, on se rend compte que peu importe que vous soyez en B2B ou que vous soyez en B2C, dans tous les cas, on obtient à peu près les mêmes résultats. À savoir que si on parle par exemple du... si on regarde par exemple le trafic direct, donc le trafic direct c'est les gens qui tapent l'adresse de votre site directement ou bien qui les ont dans leur bookmark ou bien qui ont pris un QR code, ce genre de choses. Ça représente à peu près la même chose en B2B et en B2C. Si on commence à parler de trafic d'email, donc là, trafic d'email, ça va être les gens qui ont reçu un email, qui cliquent sur un lien qui arrive, ou bien qu'on parle de trafic organique, les gens qui vous trouvent sur Google sans publicité, ou bien qu'on parle other. Other, ça va être tout ce qu'on n'a pas réussi à catégoriser autre part, ça va rentrer là-dedans, ou bien qu'on parle de referral, donc ça va être les gens qui viennent d'un autre site qui ont fait référence au vôtre, ou encore qu'on parle de social, donc tous les médias sociaux en général. On est à peu près sur les mêmes proportions, sur le même ratio en B2B et en B2C. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ce dont on va parler aujourd'hui, en fait, ça s'applique aussi bien
à vos business en B2B qu'à vos business en B2C. Par contre, ce qui est particulièrement intéressant, c'est quand on commence à comparer la partie organique à la partie paid. Étonnamment, on pourrait penser que le trafic payant, le trafic AdWords, c'est vraiment ce qui va fonctionner. Et en réalité, quand vous commencez à regarder les chiffres, encore une fois on parle de 15 000 entreprises, ce n'est pas forcément le cas du tout. C'est-à-dire qu'en moyenne, le trafic organique sur toutes ces entreprises représente 7 fois plus de trafic pour lequel on n'a pas du tout payé que le trafic payant, qui n'est pas lui forcément de qualité non plus. C'est pour ça que mettre en place une stratégie de contenu, ça peut être particulièrement intéressant parce que ça ne coûte rien et ça a des effets beaucoup plus importants sur vos résultats d'entreprise. Ok, maintenant regardons juste les effets, la différence entre du trafic payant, une stratégie de trafic payant et une stratégie de marketing de contenu. Alors, je vais prendre 3 variables très simples. Je vais prendre le budget que vous placez dedans. SEM, ça va être Search Engine Marketing, donc ça va être la publicité payante. Et SEO, ça va être, dans notre cas, le marketing de contenu, c'est-à-dire toute la version gratuite de votre stratégie. Quand on parle de SEM, il y a quelque chose de très clair et de très simple. C'est, si j'augmente mon budget, j'augmente mes résultats. Si je baisse mon budget, mes résultats disparaissent du jour au lendemain. Maintenant, il faut aussi remarquer que ce n'est pas forcément proportionnel. Ce n'est pas parce que vous obtenez 100 contrats en ayant un budget de 1 000 € par mois que forcément en mettant 2 000 €, vous allez obtenir 200 contrats. Ce n'est pas du tout proportionnel. Ce qui signifie qu'en augmentant votre budget, en règle générale, vous allez également augmenter un petit peu vos résultats, mais ça peut prendre assez longtemps avant que les résultats soient cohérents. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que le jour où vous coupez votre budget, vos résultats sont coupés immédiatement également. L'avantage d'une stratégie SEO ou d'une stratégie de contenu, c'est que on va avoir une augmentation exponentielle. C'est-à-dire, non seulement ça ne va pas vous coûter $1, excepté le temps qu'il va falloir mettre dedans à réfléchir, à travailler sur la stratégie, ça ne va pas du tout vous coûter d'argent. Par contre, les résultats vont être très faibles, très difficiles à obtenir au départ, mais sur le long terme, c'est une stratégie qui vous assure des résultats. L'avantage, c'est que si demain vous n'avez plus de budget pour mettre sur vos campagnes AdWords, vos campagnes de marketing de contenu vont pouvoir continuer à vous apporter des effets durables. Maintenant, une stratégie de contenu, ce que ça apporte réellement, c'est 2 choses. Ça va être de la visibilité avant tout. Donc visibilité, ça veut dire un meilleur référencement sur Google. Ça veut dire plus de sites qui parlent vous. Ça va être plus de visibilité sur les médias sociaux, etc. Donc tout ça, je le range dans la partie SEO. Ça veut dire en gros meilleur référencement sur Google et les autres moteurs de recherche. Et le deuxième aspect qu'on oublie généralement, mais qui est tout aussi important, c'est la crédibilité. Alors pourquoi je parle de crédibilité? Quand on crée une petite entreprise, alors, sauf si vous étiez le PDG de Google l'année dernière et que vous venez de créer votre petite entreprise, il y a de fortes chances pour que, en dehors de votre réseau direct, personne ne vous connaisse. Et pour que vos clients achètent vos produits, il va falloir que vous ayez une certaine dose de crédibilité. Il va falloir qu'ils puissent vous faire confiance. Et c'est certainement le plus gros obstacle pour une petite entreprise qui vient de se lancer, c'est ce manque de confiance, ce manque de crédibilité, parce que vous n'avez pas encore fait vos preuves. Maintenant, réfléchissez 2 secondes. Si je mets 1 000 € par mois dans une campagne de publicité, certes, je vais avoir ma bannière en haut de certains sites, je vais avoir mes premiers résultats dans Google, mais ça ne prouve rien face au client. Il ne vous connaîtra pas mieux. Il va peut-être cliquer sur vos publicités, mais il ne vous connaîtra pas mieux pour autant. Donc, vous réglez peut-être la partie visibilité, mais vous ne touchez pas la partie crédibilité. Donc ça, c'est l'un des 2 axes sur lesquels on va travailler avec cette stratégie de contenu. Ok, alors, maintenant qu'on a établi un petit peu les bases, le background, on va discuter un petit peu de ce que c'est que le content marketing même. Alors, le content marketing, c'est quoi? C'est le fait de créer du contenu, évidemment, en ligne. On parle principalement de digital, on ne parle pas de offline ici, qui n'est pas du tout promotionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout parler de créer des articles qui expliquent pourquoi vos produits sont géniaux et pourquoi votre service client est exceptionnel, et qui va générer un intérêt particulier. Donc le but de toute cette stratégie, ça va être de créer du contenu qui va pouvoir répondre à des problématiques précises qui correspondent aux problématiques de votre audience, de vos prospects, de vos clients potentiels. Donc les points importants, c'est la création et le partage, on rentrera un peu plus longuement là-dedans dans quelques minutes, qui ne fait pas la promotion, en tout cas pas la promotion directe de votre marque, c'est-à-dire qu'on va devoir mentionner sa marque, on va devoir avoir son logo, évidemment, on va packager ça comme il faut, mais ce n'est pas dans un but promotionnel, et ça doit simuler un intérêt particulier, donc ça doit répondre à une problématique de votre audience actuelle.
Maintenant, il y a différents types de contenu. Alors, quand on pense création de contenu, en général, on pense au texte. Donc, on pense à créer des articles, à créer des interviews, à créer tout ce genre de choses. Mais il y a plein d'autres types de contenus qui existent. Donc, on peut penser aux podcasts, on peut penser aux vidéos, on peut penser aux images, on peut penser aux infographiques. Il y a encore quelques sites qui font encore du flash, quand bien même c'est plus trop recommandé parce que c'est pas mobile friendly. Mais on n'a pas seulement le texte. Donc nous, on va se pencher un petit peu sur le texte et je vais vous expliquer pourquoi. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire quand on crée une stratégie de marketing de contenu, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il va falloir utiliser plusieurs canaux différents qui parlent à votre audience. Donc on va prendre un exemple très simple. Si vous travaillez dans une boîte de conseil légal, si vous travaillez pour un cabinet d'avocats, le texte c'est très certainement ce qui va être le plus intéressant. Par contre, si vous commencez à faire quelque chose lié aux consumers, donc ça pourrait être une marque qui vend des parfums en ligne par exemple, on pourrait commencer à travailler avec des infographiques, on pourrait commencer à travailler avec des vidéos, on pourrait commencer à travailler avec des podcasts. Donc l'idée du marketing de contenu, c'est de ne pas se bloquer sur un type de contenu spécifique, mais d'en prendre plusieurs. Alors ça améliore la visibilité, mais pas d'un point de vue SEO. C'est-à-dire que là, donc, j'ai mis deux axes. Le premier, c'est SEO friendly ou non SEO friendly. Et le deuxième, c'est est-ce que ça va créer un certain engagement avec mon audience. C'est-à-dire que créer des vidéos, certes, les vidéos, c'est pas génial pour le SEO. Pourquoi? Parce que Google aujourd'hui, ou les moteurs de recherche en général, ne sont pas capables de lire votre vidéo. Ils ne savent pas du tout ce qui s'y passe. Peuvent éventuellement étudier quelques images, mais ça va s'arrêter là. Ce qui est vraiment la seule façon pour Google de comprendre ce qui se passe dans votre vidéo, c'est d'étudier un petit peu le texte qui se trouve autour de la vidéo, les tags que vous avez pu ajouter sur YouTube par exemple, et puis le contexte dans lequel la vidéo est publiée. Mais effectivement, Google ne va pas pouvoir lire cette vidéo. Par contre, la vidéo, ça drives engagement. Ça veut dire que la vidéo, ça va vous permettre d'avoir des gens qui vont laisser des commentaires, qui vont partager cette vidéo. En gros, quand vous publiez une vidéo ou même un infographique, par exemple, vous avez beaucoup plus d'engagement de votre audience, à condition évidemment que la vidéo soit de qualité et qu'elle réponde à une problématique concrète, qu'avec un article. En règle générale, vous aurez beaucoup plus de clics, de likes, de shares, de commentaires qu'avec un article. Donc avoir le mix des deux, ça permet, de bien fonctionner sur Google, et deux, de s'assurer que son audience fasse l'autre partie du travail, qui est de partager votre site, de partager votre expérience de manière plus organique, plus manuelle que ce que Google ferait. Et l'autre raison pour laquelle c'est important d'avoir plusieurs types de contenus, c'est que quand on est dans le marketing, on part toujours du principe qu'on sait mieux que les autres. Donc moi, si je travaille, je ne sais pas, pour une entreprise qui vend des voitures, par exemple, je vais présumer que je sais que mes clients vont vouloir lire des articles ou voir des vidéos. Mais en essayant d'autres types de contenus, je vais peut-être me rendre compte que mes préjugés de départ sont en réalité erronés et que commencer à étudier d'autres types de contenus va probablement pouvoir m'apporter beaucoup plus de résultats. Donc au départ, l'idée c'est commencer avec un maximum de contenus différents et puis éliminer au fur et à mesure ce qui ne fonctionne pas parce que ça n'apporte pas les résultats escomptés. Alors maintenant, il y a plusieurs plateformes pour le marketing de contenu. Quand on parle de marketing de contenu, en règle générale, on commence par penser au site web. C'est ce qui est le plus évident parce que toutes les entreprises ont un site web. Donc commençons par là. Créons du contenu, créons des vidéos, créons des pages additionnelles sur notre site web. Maintenant, le site web, ça ne va pas forcément être la meilleure plateforme pour le marketing de contenu. C'est parfait pour commencer, mais rapidement, il faut commencer à penser à d'autres plateformes. Donc la deuxième plateforme qui vient à l'esprit, ça va être évidemment le blog. Et là, quand on parle de blog, ça va être création d'articles, mais ça rentre encore une fois sur tous les autres supports, vidéos, podcasts, infographiques, images, etc. Mais après, beaucoup de marketeurs vont s'arrêter là, en se disant c'est bon, on a un site web, on a un blog, c'est suffisant, on va créer du contenu, ça va marcher. Le problème, c'est que si vous vous arrêtez là, particulièrement si vous êtes dans une petite entreprise qui vient de démarrer, votre blog, personne ne le connaît, votre site web, personne ne le connaît. Donc en s'arrêtant là, vous allez vous réduire à une toute petite audience, qui est l'audience que vous avez déjà, et vous n'allez pas pouvoir étendre au-delà de ce réseau que vous avez. Donc après, il va falloir intégrer d'autres plateformes. Donc les autres plateformes, ça va être par exemple landing pages. Alors landing pages, pour ceux qui ne savent pas, en français on appelle ça de temps en temps les pages de destination, les pages d'arrivée, il y a plusieurs termes. L'idée d'une landing page, c'est très simple. Si vous avez un site web, et j'espère que tout le monde a un site web ici aujourd'hui, la base du site web, c'est que vous vous adressez à tout le monde à propos de tout ce que vous faites. C'est-à-dire votre site web contient tous vos produits et il essaie de s'adresser aussi bien aux enfants de moins de 10 ans qu'aux retraités de plus de 60 ans. Parce que s'ils font partie de votre audience, il faut que votre site web s'adresse à eux. Maintenant, c'est un avantage parce qu'on va pouvoir tout trouver sur votre site web. C'est un véritable inconvénient, c'est que ça ne me parle pas à moi.
Ça ne parle pas à une personne spécifique, ça essaie de parler à tout le monde. Landing pages, c'est une approche complètement différente. Je vais prendre une cible très spécifique pour un problème très spécifique et je vais m'adresser uniquement à cette personne à propos de ce problème. Donc on va prendre un exemple très concret. Je vais essayer de garder le même exemple sur toute la présentation, ça va être plus utile. On va prendre les voitures d'occasion par exemple. J'ai une entreprise qui vend des voitures d'occasion. Donc je vais avoir un panel de clients qui va de l'étudiant à petit budget qui veut acheter une petite voiture d'occasion parce qu'il a besoin d'aller à l'université tous les matins, jusqu'au cinquantenaire qui a déjà un bon budget et qui veut s'acheter une voiture de sport mais moins chère que neuve. Donc on va avoir ces deux extrêmes et puis on va avoir plein d'autres buyer persona, plein d'autres types de prospects au milieu. Si je crée un site web, ça va être très difficile de parler à toutes ces personnes en même temps de leurs problématiques qui sont très différentes. Maintenant, je vais pouvoir créer une landing page qui s'adresse spécifiquement aux étudiants à petit budget, qui veulent une petite voiture et qui veulent quelque chose de safe et qui va être simple à entretenir. Je vais pouvoir créer une autre page qui va s'adresser à une autre problématique, à un autre type de client. Donc ça, c'est une approche marketing de contenu avec un objectif très clair qui est d'obtenir des informations de prospects et qui est très efficace parce que ça s'adresse à une personne en particulier. Si je lis cette page et qu'elle est faite pour moi, je vais être beaucoup plus enclin à rentrer en contact avec l'entreprise parce que j'ai bien compris que ça s'adressait à moi très clairement, alors que le site web risque de ne pas atteindre les mêmes objectifs. Alors LinkedIn, on regarde souvent ça comme quelque chose pour faire du recrutement, mais honnêtement, c'est beaucoup plus qu'une plateforme de recrutement. En tout cas, c'est devenu beaucoup plus qu'une plateforme de recrutement. Alors pour ceux qui ne le savent pas, au-delà de poster des news, des photos, etc. sur LinkedIn, vous avez également la possibilité d'écrire des articles. Maintenant, je vous invite, si vous tapez le nom de votre entreprise sur Google, ou votre nom d'ailleurs sur Google, vous avez de fortes chances que les résultats de Google vous montrent votre page LinkedIn avant même votre propre site web. Parce que le référencement naturel de LinkedIn est évidemment beaucoup plus avancé que peu importe le référencement que vous allez faire pour votre propre site web. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Par conséquent, en règle générale, les résultats LinkedIn arrivent avant les vôtres. Donc ça reste important de poster des articles sur LinkedIn parce que vous créez un meilleur engagement, vous améliorez votre SEO. Ça ne remplace pas les autres plateformes que j'ai mentionnées jusque-là, ça le complète. Donc tout à l'heure, on avait vu qu'il fallait plusieurs types de contenus différents. Il faut également considérer plusieurs types de plateformes différentes pour poster ce contenu, de manière à ratisser le plus large possible, toujours en respectant son audience. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément logique de se mettre sur Facebook si vous avez un produit en B2B très clair, orienté professionnel. Il ne s'agit pas de se mettre partout, tout le temps, mais il faut vraiment ratisser large pour pouvoir voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous avez plusieurs stratégies que vous pouvez mettre en place. L'intérêt, c'est vraiment d'essayer. Alors, essayer, ça ne veut pas dire faire un article et puis si ça ne marche pas, on abandonne. Essayer, ça veut dire s'y mettre vraiment pendant au moins 3 mois pour voir les résultats. Et au bout d'une période de test, ça a des résultats, on continue, on renforce. Ça n'a pas de résultats, on passe à autre chose, on essaie une autre plateforme. Mais LinkedIn, ça reste très, très utile au-delà du référencement lui-même, parce que ça va être partagé sur les réseaux de manière beaucoup plus facile que votre article. Je vous invite à faire un test très simple. Si vous avez un article même excellent sur votre blog, que vous postez la même chose sur vos plateformes LinkedIn, vous aurez un engagement au moins 5 à 10 fois supérieur sur LinkedIn que vous l'aurez sur votre blog. Parce que c'est un trafic naturel que LinkedIn vous apporte, alors que le trafic de votre blog, c'est l'engagement, ça reste quelque chose d'intéressant, mais ça ne devrait pas être l'objectif ultime. C'est-à-dire que l'objectif ultime, quand vous créez du contenu, ça va être ce que vous espérez obtenir à la fin. Donc là, c'est pareil, on reverra ça un peu plus tard, mais l'idée, par exemple, quand vous publiez des articles, ça va peut-être être d'obtenir des informations clients. C'est-à-dire quelqu'un qui va s'inscrire sur votre site, quelqu'un qui va vous donner son email, quelqu'un qui va contacter votre service client, etc. Obtenir des likes pour le plaisir d'obtenir des likes, on peut en acheter, ça n'a pas un grand intérêt. Et ça dépend énormément de votre réseau actuel, ça va dépendre de l'intérêt de vos articles, ça va dépendre de la taille de votre marché. Si vous êtes dans un marché très niche, quel que soit l'intérêt de vos articles, vous n'obtiendrez que quelques clics parce que de toute manière, le marché n'est pas suffisamment large. Donc, ce genre de métriques, c'est intéressant principalement en interne pour voir quels sont les articles, quels sont les sujets qui fonctionnent le mieux. Mais ça ne devrait pas être un KPI en soi, parce que avoir 200 clics, si ça ne traduit pas une seule vente ou en tout cas l'intérêt d'un seul client, dans l'absolu, ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est vraiment juste une métrique du milieu, c'est-à-dire c'est pas une métrique de fin de parcours, c'est vraiment juste pour pouvoir comparer les articles en soi. Mais le but du jeu, ça va être d'obtenir, alors ça peut être une vente, ça peut être l'obtention. C'est une plateforme qui est très basée sur votre réseau, d'accord? Donc pour commencer, LinkedIn, il y a deux choses. Il y a votre page d'entreprise et il y a votre réseau personnel.
Là, je parle vraiment, les articles, vous ne pouvez pas les poster en tant qu'entreprise. Un article, ça se poste toujours dans une optique personnelle, donc ça doit être attaché à votre nom. Maintenant, si vous créez un article dans une optique personnelle, vous allez atteindre votre réseau direct. Alors effectivement, si votre réseau il est international, vous allez atteindre une audience internationale. Et si vous vous basez juste sur Hong Kong et que vous avez réussi à développer votre réseau personnel sur toute la région de Hong Kong et je ne sais pas, peut-être Singapour, etc., vous allez atteindre la bonne audience. Après, c'est votre travail d'entrepreneur de vous créer un réseau qui correspond au produit que vous souhaitez vendre. Et la dernière plateforme, c'est du guest blogging. Alors guest blogging, c'est la même chose que le blogging, sauf que ce n'est pas sur votre blog, mais vous allez commencer à écrire pour les blogs d'autres personnes. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que c'est très bon pour la visibilité, pour le SEO, et également pour la crédibilité. L'idée, ça va être, j'ai trouvé une autre entreprise qui fait des choses plus ou moins similaires. Ça pourrait ne pas être un concurrent forcément, il pourrait être juste dans le même domaine, dans la même industrie. Il a également une stratégie de contenu. Je vais écrire une fois de temps en temps un article pour son blog et éventuellement il va pouvoir en écrire une fois de temps en temps pour mon blog. L'avantage de cette stratégie, les avantages sont multiples. Un, ça vous fait gagner du temps parce que le fait que quelqu'un écrive pour votre blog, ça signifie que vous n'avez pas besoin d'écrire pour votre propre blog. Ça vous libère un spot. Quand vous écrivez pour d'autres personnes, ça signifie plus de visibilité parce que vous allez pouvoir mettre votre marque, votre logo, votre nom sur une autre plateforme, donc atteindre une toute autre audience à laquelle vous n'avez pas forcément accès jusque-là. Ça va être bon pour le SEO parce que vous allez avoir au moins un lien de retour vers votre site et ce lien se trouve dans un contexte qui est logique parce que c'est le contexte de la même industrie, du même sujet. Donc vous allez pouvoir créer de la visibilité en créant du contenu, atteindre de nouvelles audiences et créer plus de référencement pour votre marque. Donc ça, ce sont les différentes plateformes, ça ne s'arrête pas là, on pourra en ajouter 200 différentes, mais ça dépend vraiment du type de business dans lequel vous êtes. Ça, c'est les basiques qui s'appliquent à pratiquement tout le monde, excepté peut-être pour LinkedIn. Pour donner juste un exemple concret, ça c'est mon blog personnel que j'ai commencé en 2011. Une stratégie de marketing de contenu, ça m'a pris à peu près 1 an de commencer à avoir les moindres résultats. Après, je me suis arrêté complètement d'écrire de la période fin 2015 jusqu'à 2017 parce que j'avais d'autres activités, d'autres blogs à gérer. Et par contre, les résultats ont continué à augmenter, quand bien même j'ai arrêté de m'en occuper. Donc c'est ça le véritable intérêt du marketing de contenu. C'est dur, il faut vraiment s'y mettre, il faut accepter de se prendre des claques pendant 6 mois, 1 an parce que personne ne va lire les articles qui sont pourtant géniaux que vous avez écrits. Mais au bout de cette période, sans avoir besoin de s'en soucier plus que ça, sans avoir besoin de rajouter du budget ou de faire des efforts supplémentaires parce que vous avez pris une certaine habitude de travail, votre blog, votre site, vos landing pages, etc. vont continuer à avoir des effets sur le long terme. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. L'avantage, c'est que si vous écrivez du contenu de qualité, ça peut prendre du temps pour que Google découvre que c'est du contenu de qualité. Mais une fois qu'il l'a découvert, tant que personne n'aura fait mieux que vous resterez au top des résultats. Et c'est quoi du contenu de qualité? Alors, du contenu de qualité pour Google, c'est très simple. Il a des critères qui sont très très simples. C'est avant tout le bouncing rate. Bouncing rate, c'est le taux de rebond. Donc, on va faire très simple. Si je viens sur votre site et que je quitte le site en moins de 10 secondes, c'est que votre contenu, le lien sur lequel j'ai cliqué avait l'air intéressant et le contenu soit ne correspond pas, soit est mal écrit, soit mal organisé, mal structuré, etc. Donc, un bouncing rate, un taux de rebond qui est très haut, votre contenu n'est pas intéressant et Google va mal le référencer. À l'inverse, un contenu, je clique sur le lien, j'arrive, je vais passer 3 minutes, 10 minutes, un quart d'heure à lire vos articles, ou encore mieux, à passer sur d'autres articles et à continuer à lire, vous avez un contenu extraordinaire, Google va vous emmener sur les 3 étapes meilleures pour définir ce dont vous allez devoir parler. La première étape, c'est votre expertise. C'est-à-dire, il ne va pas falloir vous lancer dans des sujets que vous ne maîtrisez pas. On va reprendre le sujet que je prenais précédemment, qui ne me parle pas d'ailleurs plus que ça, mais bon, les voitures d'occasion. Il va falloir que je sois d'une manière ou d'une autre expert dans l'un des sous-sujets des voitures d'occasion. Alors ça peut être le marché des voitures, ça peut être les marques de voitures, ça peut être le moteur, la mécanique, etc. Peu importe. Il faut que j'ai une certaine expertise dans un ou plusieurs sujets avant de me lancer là-dedans. Si vous écrivez des articles sans expertise, vous ne créerez pas votre crédibilité, vous allez décrédibiliser votre marque. Donc, première chose, définir quel est votre niveau d'expertise et se concentrer là-dessus. La deuxième étape, c'est découvrir ce que les gens souhaitent lire. Et quand je parle des gens, je parle évidemment de votre audience directe. Qu'est-ce qu'ils ont envie de lire? Quels sont leurs problèmes? Quelles sont les solutions qu'ils recherchent? Et la troisième chose, ça va être de créer des sous-topics, des sous-sujets. C'est-à-dire, j'ai mon expertise, je sais ce que les gens veulent lire, je vais pouvoir en faire découler un certain nombre de sujets que je vais ensuite pouvoir traiter.
Ça, c'est un exercice important, surtout quand on se lance dans le marketing de contenu, parce que si on se rend compte qu'on va avoir 10 sujets à traiter, c'est peut-être pas la peine de se lancer là-dedans, parce que vous n'allez pas tenir 3 mois avec 10 sujets. Vous n'allez pas tenir un an avec 10 sujets. Donc déjà, faire une première analyse, voir est-ce que je suis capable de couvrir 50 sujets, 100 sujets, de les décliner en sous-sujets éventuellement. Si oui, alors marketing de contenu, il devrait y avoir. Sinon, on va reconsidérer, peut-être repartir du point de départ. Alors la question que tout le monde se pose, à mon avis, ça doit être what people want to read, comment est-ce qu'on découvre ce que les gens veulent lire. Alors il y a plusieurs solutions pour découvrir ça. La première solution, c'est si vous avez déjà une stratégie en place, vous allez pouvoir étudier les analytics dont on parlait précédemment de vos articles précédents. Si vous avez écrit 3 articles et qu'il y en a un qui fonctionne beaucoup mieux que les autres, il y a probablement quelque chose dans cet article, c'est peut-être le sujet, c'est peut-être la façon de l'écrire, c'est peut-être l'intérêt de la problématique que vous avez couvert qui devrait vous emmener à découvrir d'autres articles qui en découlent. Si vous n'avez pas encore commencé, il va y avoir Google Search. Alors Google Search, c'est très simple. Il y a dans l'outil Google un outil qu'on utilise tous les jours sans s'en rendre compte qui s'appelle le autocomplete. Quand vous commencez à taper chaque chose sur Google, il va vous suggérer d'autres sujets liés, il va vous suggérer de comment remplir votre phrase complètement. Alors Google Autocomplete, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour découvrir des sujets. Si je commence à taper comment voiture d'occasion, Google va me suggérer plusieurs phrases qui ont été déjà tapées par d'autres personnes qui peuvent compléter les quelques mots-clés que j'ai tapés. Pourquoi Google me suggère ça? Parce que ça veut dire qu'un certain nombre de personnes ont déjà tapé cette question, ont déjà tapé ces mots-clés précédemment, ce qui signifie qu'il y a un intérêt. Et si vous êtes capable de répondre à cette question, vous allez trouver un sujet qui intéresse votre audience et sur lequel vous allez pouvoir écrire. Donc en utilisant simplement Google Search, comme vous l'utilisez tous les jours pour d'autres raisons, et en tapant quelques mots-clés qui correspondent à votre industrie, en faisant des variations de mots-clés, vous allez pouvoir trouver une liste de sujets qui intéressent les gens. Et si vous écrivez sur ces sujets, vous savez qu'il y a des gens qui les cherchent. Par conséquent, vous allez pouvoir trouver des gens pour lire vos réponses. Google Trends, c'est un autre outil un peu plus avancé que Autocomplete. C'est un site web, c'est gratuit, vous pouvez vous y rendre, ça s'appelle Google Trends. Et là, vous allez pouvoir trouver exactement sur des industries spécifiques, sur des keywords spécifiques, sur des hashtags spécifiques, tout un type de sujet, tout un type de questions qui gravitent autour, que les gens posent régulièrement, et vous allez pouvoir voir pour chacun de ces sujets le taux de demande mensuellement, pour voir exactement lequel a un véritable. Et puis après, il y a la competitive analysis. Ça semble simple, mais on l'oublie généralement. Vous avez forcément des concurrents, directs ou indirects, qui ont peut-être des stratégies de marketing. Vous avez simplement besoin de visiter leur blog, voir ce dont ils parlent, quels sont les articles qui reçoivent le plus de commentaires, et sans copier ce qu'ils ont fait, en essayant juste de faire mieux, mais en touchant le même sujet. Vous allez pouvoir être plus complet, peut-être plus précis, mais en prenant le même sujet. Vous savez qu'il y a un intérêt parce que ça a fonctionné pour votre concurrent. Pourquoi pas réutiliser et simplement faire mieux? Il y a 3 clés pour le marketing de contenu. Il va y avoir, la première chose, ça va être la régularité. C'est-à-dire, vous allez définir, on reviendra à la fréquence dans une minute, vous allez définir votre fréquence et il va falloir absolument s'y tenir. Alors, que ce soit une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, etc. Il faut absolument vous y tenir. Il y a plusieurs raisons pour ça. Une raison personnelle et une raison de référencement. La raison de référencement, c'est que les bots, les robots qui travaillent pour les moteurs de recherche, principalement les bots de Google, s'attachent particulièrement à la régularité. S'ils se rendent compte que tous les mardis matins, vous avez un nouvel article, au bout de quelques semaines, le bot de Google va automatiquement visiter votre article tous les mardis matins parce qu'il sait qu'il va y avoir du nouveau contenu. Vous allez améliorer votre référencement et la rapidité du référencement de vos pages. A l'inverse, si vous postez une fois le mardi, une fois le jeudi, une fois tous les mois, une fois toutes les semaines, il n'y aura pas de régularité, ce qui fait que pour les bots de Google, ils viendront quand ils viendront. Et puis vos pages seront indexées quand elles seront indexées. Il y a aussi une raison personnelle, c'est qu'une fois que vous avez créé votre calendrier, si vous vous forcez à vous y tenir, ce sera beaucoup plus simple d'écrire du contenu. Parce que l'air de rien, en général, c'est très simple les 3 premières semaines, on a 200 idées, on écrit plein d'articles, et puis après c'est la page blanche, et ça devient très compliqué pour les 3 mois à venir. Donc se forcer à avoir une certaine régularité dans la création de contenu, c'est l'une des 3 clés pour le succès de cette stratégie. La deuxième clé, c'est la fréquence. Alors, pour répondre, je ne sais plus qui me posait la question précédemment, il n'y a pas de fréquence, qui fonctionne pour tout le monde. Ça dépend du sujet que vous touchez, ça dépend de votre audience, est-ce qu'ils ont envie de lire tous les jours. Si vous vouliez écrire tous les jours pour un consumer product et que vous avez l'équipe pour faire ça, ce serait probablement très bien. Mais si vous êtes en B2B, écrire tous les jours, ça a très peu d'intérêt. Ça dépend encore du produit que vous avez à vendre.
La fréquence, il y a juste deux règles. Il va falloir que ce ne soit pas trop fréquent, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir commencer à spammer les gens avec 15 posts sur LinkedIn ou 3 emails pour les prévenir qu'il y a quelque chose de nouveau 5 fois par jour. Il ne va pas falloir que ce soit trop peu fréquent non plus. À savoir que si vous écrivez moins d'une fois par mois, votre stratégie de contenu, ce ne sera pas 6 mois à 1 an, mais ce sera 3 à 4 ans avant qu'elle commence à véritablement prendre. Donc une bonne fréquence, ça va être entre, pour une petite entreprise, ça va être entre une fois par semaine et une fois par mois. Faites pas plus que ça au départ. L'erreur, ce serait de penser, j'ai beaucoup de contenu, je peux écrire 2 fois par semaine, et puis au bout de 2 mois, ne plus avoir grand chose à dire, et puis réduire à une fois toutes les 2 semaines, et puis une fois par mois. Donc essayez de s'y tenir, donc être réaliste, pas trop souvent, une fois par semaine c'est pas mal, une fois par mois au maximum, ni plus ni moins que ça. Et la troisième clé, ça va être la qualité. Alors qualité, une fois encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire lié à mon audience, il faut vraiment que ce soit des problématiques qui intéressent les gens. Partez pas de vos intérêts personnels, parce que vous avez peut-être envie de parler de choses, parce que vous avez l'expertise, c'est intéressant pour vous. Si ça n'intéresse pas votre audience, c'est juste une perte de temps. Donc toujours partir du besoin client. Et ça veut dire pas promotionnel. C'est très très bien de mentionner son produit quelque part dans l'article. Il ne faut pas que ce soit à propos de vos produits. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur le SEO. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont un peu techniques. Non, je n'ai pas l'impression. Donc, on va faire, on va faire très très court et on va vraiment juste voir les bases. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Par contre, je vous donnerai cette présentation. Si vous avez quelqu'un de technique autour de vous, une agence ou qui que ce soit, ça c'est vraiment les bases. J'ai pas été très loin dedans. C'est vraiment les bases à mettre en place. Par exemple, les titres d'un blog doivent rentrer. Ça ne va pas être simplement avoir une ligne de texte qu'on va mettre avec une police supérieure et le mettre en gras. Ça, c'est pas un titre. Pour que Google soit capable de comprendre la structure de vos articles, il faut utiliser une vraie structure. Une structure d'article, donc en utilisant des balises H1, H2, H3. Je sens que je vous ai perdu, donc je passe à la suite. Créer des liens externes. Alors en général, quand on crée un blog, on a toujours peur. J'ai pas envie de créer un lien externe parce que ça va faire que les gens vont quitter mon site. C'est une erreur. Il faut absolument créer des liens externes. Il ne faut pas en avoir partout, il ne faut pas en avoir tout le temps. Mais dès qu'on est dans un certain contexte, il faut créer des liens externes parce que ça va augmenter une fois encore la crédibilité de votre site et l'intérêt de Google pour votre site. On va essayer de prendre un exemple concret. Repartons sur l'histoire des voitures d'occasion. Si j'écris un article qui parle du marché des voitures d'occasion et que je peux créer un lien sur... Je me suis lancé dans un truc, j'y connais rien. Et que je vais créer un lien sur une plateforme qui référence toutes les meilleures marques pour les voitures d'occasion, je crée ce lien. Vu que c'est dans un contexte, c'est dans une certaine logique et que ça va pas apporter une valeur supplémentaire à mon lecteur, ça va me permettre d'augmenter mon référencement et non pas l'inverse comme on pourrait s'y attendre. Maintenant, une fois encore, il ne faut pas créer des liens toutes les 30 secondes, sinon évidemment les gens quittent votre site. Il faut créer un maximum de liens internes, c'est-à-dire vos articles doivent être liés les uns avec les autres. Si vous venez de finir un article sur les coques de téléphone par exemple et que vous avez un autre article qui explique quels sont les trends, la mode cette année en termes de coques de téléphone, bah c'est bien à la fin de votre premier article ou au milieu, peu importe, dans un contexte, c'est-à-dire il ne faut pas que ça sorte de nulle part, il faut vraiment que ce soit dans le contexte de l'article, leur dire voilà, vous avez terminé ça, maintenant si vous voulez aller plus loin, il y a un autre article qui va pouvoir vous intéresser et les lier, de manière à réduire le taux de rebond, augmenter l'intérêt de votre audience et augmenter votre référencement parce que les liens internes sont aussi importants que les liens externes. Bon, on rentre dans les choses un peu techniques, créer un sitemap, éviter les liens en JavaScript, je pense pas que ça parle particulièrement. Utiliser les rich snippets. Là, il faut absolument passer par un web designer, votre agence, peu importe qui a créé votre site web, il faut retourner le voir et lui dire j'ai besoin de rich snippets. C'est simplement, pour ne pas être technique du tout, c'est simplement une méthode pour structurer, pour dire à Google comment vos articles sont structurés, de manière à ce que Google détecte toujours quel est le nom de l'auteur, quelle est la date de publication, quel est le titre, quelle est l'image principale, etc. En ajoutant juste quelques lignes de code à votre site, Google va savoir exactement comment référencer vos pages et vous aurez des images. C'est super d'ajouter des images dans son article. Ça augmente l'intérêt de l'audience en règle générale. Par contre, des petites choses toutes simples. Si vous avez une image que vous allez l'afficher en 200 par 100 pixels, n'allez pas charger une image qui fait 3000 pixels de large parce que vous allez ralentir votre site web. La rapidité de chargement d'une page de site, ça a un impact direct sur votre référencement. Donc si vous avez besoin de 300 pixels, vous chargez une image de 300 pixels. Ça, WordPress le fait automatiquement également. Les autres blogs, par contre, ne le feront pas forcément. Avoir le alt tag. Alors ça, c'est la base du SEO que tout le monde répète en début de toute présentation.
chaque fois que vous mettez une image en ligne, vous avez un petit tag qui s'appelle alt, qui signifie alternatif, c'est-à-dire si l'image ne se load pas, le lien est cassé, l'image est disparue, pour une raison ou pour une autre, cette petite balise alt va permettre d'afficher un texte à la place de l'image pour dire ce qui aurait dû être là. C'est aussi le seul moyen pour Google de savoir ce dont votre image parle. Ça, c'est le logo de mon entreprise. Ça, c'est l'image d'une conférence, etc. C'est important parce que ça va vous permettre d'avoir un meilleur référencement de vos images qui, en temps utile, améliorera également le référencement de vos pages. Vidéo, infographique, podcast, etc. Tous ces autres contenus dont on a parlé précédemment, donc on avait vu qu'ils n'étaient pas du tout SEO friendly parce que Google n'est pas capable de les lire. Par contre, il va falloir respecter quelques petites règles toutes simples pour que Google comprenne vos contenus. Il va falloir par exemple que vos vidéos soient intégrées dans un contexte. C'est-à-dire si vous créez un article dans lequel il y a un titre, une vidéo, ça ne va pas suffire parce que Google ne va pas être capable de véritablement comprendre ce qu'il y a et donc de référencer cette page. Par contre, si votre vidéo rentre dans un contexte avec un ou deux paragraphes avant, un ou deux paragraphes après, qui explique vraiment de quoi cette vidéo parle, qui fait peut-être un résumé ou juste qui établit le background de la vidéo, là vous allez avoir un référencement bien meilleur. Donc une fois encore, tout ce que Google n'est pas capable de lire, c'est à vous de l'expliquer de manière textuelle. Alors, s'il y en a qui aiment bien le SEO, qui veulent aller un peu plus loin, je vous ai préparé 16 astuces à mettre en place et à passer directement à votre agence ou à votre web designer, qui sera également dans la présentation. Ok, alors, donc là on a vu toutes les bases du marketing de contenu. Maintenant j'aimerais bien rentrer dans deux, trois stratégies complémentaires qu'il faudrait penser à mettre en place également. La première chose, c'est de travailler avec des experts ou ce qu'on aime bien appeler ces jours-ci, de pouvoir travailler avec eux sur une stratégie de contenu. Alors, je vous donne quelques exemples. Ça, c'est certaines personnes avec qui j'ai travaillé récemment. Certains sur Hong Kong, certains aux US, certains en France. Ce que j'ai fait avec ces gens-là, ça peut être soit une interview, j'offre de faire leur interview et en échange ils vont offrir des astuces intéressantes à mon audience. Par exemple, la première c'est Samantha Kelly, c'est une utilisatrice de Twitter avec des millions et des millions de followers. J'ai écrit un article qui explique comment utiliser Twitter de manière efficace. Pour elle, ce qu'elle a fait avec moi, c'est qu'elle a rajouté quelques astuces dans mon article. L'avantage pour elle, c'est qu'elle a sa photo, elle a son nom, elle a des liens vers son article et ça lui a pris 5 minutes à écrire 3 astuces pour moi. Donc ça lui rapporte des liens supplémentaires, de la visibilité, de la crédibilité. Pour moi, j'ai écrit un article, je ne suis pas aussi connu qu'elle, mais je vais pouvoir surfer sur sa crédibilité, sur son audience, parce que elle a des astuces, donc je vais pouvoir mentionner que j'ai travaillé avec elle pour cet article spécifique, en sachant que c'est un article sur Twitter pour une experte Twitter, il faut que ce soit directement lié évidemment. Je vais pouvoir surfer sur son audience parce qu'elle va repartager cet article sur ses médias sociaux qui ont 2 millions de followers alors que moi j'en ai quelques milliers. Et puis ça va me permettre d'avoir la crédibilité, la visibilité, etc. Ça va en même temps me créer un réseau que je n'avais pas forcément sur mon blog par exemple pour les foires expo. En général je fais beaucoup d'interviews. Donc je vais interviewer des coachs, des consultants, des experts en trade show, etc. Là, l'intérêt pour eux, c'est je vais avoir un article complet qui va parler que de moi. Et plus on est expert, plus on a un ego surdimensionné en général. Donc, c'est pas très compliqué de les attirer. Il faut juste bien packager le truc. Et l'intérêt pour mon audience, c'est je ne vais pas passer 3 heures à écrire un article. En fait, ils vont l'écrire pour moi inconsciemment. Et 2, je vais avoir un expert qui va m'apporter des tips directs pour mon audience, des astuces auxquelles j'aurais peut-être pas pensé parce qu'il est peut-être plus expert que je ne le suis. Donc c'est de la création de contenu, du gain de temps. Et puis une fois encore, je vais pouvoir surfer sur son audience parce qu'il va repartager sur ses propres réseaux, etc. Donc expert, influenceur. Alors quand on parle d'influenceur en général, il y a un paiement derrière parce qu'ils vivent de ça. Quand on parle d'experts, ça peut être des gens qui sont connus dans un petit réseau, mais un réseau niche, et que les gens connaissent et qui ne vont pas forcément vous charger parce que ça peut être un échange de bons procédés. Et qui sait, ça va peut-être être vous le prochain expert sur leur blog 6 mois après. Donc ça peut être intéressant. Après, on parlait du guest blogging un peu plus tôt. Il y a des bénéfices évidents. Il y a le bénéfice de la crédibilité. Il y a le bénéfice du SEO. Alors crédibilité parce que je vais apparaître sur le blog de quelqu'un d'autre en tant qu'expert, donc ça augmente ma crédibilité. Ça augmente mon SEO parce qu'il y a des liens retour vers mon site. Ça augmente le networking, le réseautage, parce que je vais rencontrer d'autres experts avec lesquels je vais pouvoir échanger. Ça va peut-être me créer d'autres relations avec d'autres experts qui lisent ce même blog, etc.
et puis des nouveaux marchés, parce que je vais atteindre une nouvelle audience que je n'aurais pas atteint autrement. Donc voilà, ces deux stratégies, travailler avec des experts et faire du guest blogging, ça prend pas beaucoup de temps, il suffit juste de bien réfléchir à la bonne audience, et ça peut rapporter gros sur le long terme, et ça, surtout ça va vous permettre d'accélérer cette courbe de 6 mois à 1 an qui est particulièrement douloureuse quand elle doit se mettre en place, et qui peut se mettre en place beaucoup plus rapidement quand vous atteignez d'autres audiences en travaillant, en faisant des partnerships avec des personnes. Maintenant, tout ce dont on a parlé jusque-là, si ça reste sur votre blog et sur votre site, ça va pas avoir grand intérêt. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'avoir une distribution. Donc je passe 1 à 2 heures à écrire un article, je le publie, et je vais repasser de nouveau une demi-heure à 1 heure à faire une distribution correcte. Les premiers mois, les premières semaines, c'est un petit peu compliqué, il faut trouver la bonne stratégie. Une fois que c'est en place, ça peut même être grandement automatisé pour la plupart. Et puis vous pouvez avoir quelqu'un sans expérience particulière qui le fait pour vous. C'est toujours le même processus over and over again. Alors, plusieurs canaux pour la distribution de votre contenu. Ça peut être la newsletter. Donc la newsletter habituelle, on se dit que ça fonctionne plus des masses en 2017, c'est pas vrai. Il y a des taux d'ouverture qui sont effectivement pas extraordinaires. Mais quand vous créez une audience, et surtout quand vous avez une newsletter de personnes intéressées, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre toutes ces business cards et puis de faire du copier-coller sans leur demander leur avis, ça n'aura aucun intérêt parce que personne ne va les ouvrir, vos emails. Dans le meilleur des cas, ça finira à la poubelle. Par contre, c'est des gens qui sont inscrits de leur plein gré sur votre site, sur votre blog, ça devient intéressant parce qu'ils savent que vous avez un contenu intéressant et ils seront enchantés de le recevoir. Et puis il y a l'emailing. Donc l'emailing, c'est pas forcément sur de la newsletter, mais ça peut être, prenons un exemple concret, voilà, j'ai acheté des articles de décoration dans votre boutique, je vous ai donné mon email le mois dernier. Peut-être que le mois prochain, vous allez m'expliquer quelle est la mode, quels sont les trends pour l'été 2017. Donc un article qui ne vient pas tous les 4 matins, mais qui va pouvoir permettre de distribuer le contenu de manière intelligente. Et toujours aligner son contenu avec les attentes de votre audience. Donc c'est pareil, quels que soient les emails que vous envoyez, il faut absolument que la façon dont il faut formater cet email réponde à la problématique du client. Si ça sonne trop promotionnel, ça va faire plus de mal que de bien. Sur la fréquence, c'est pareil. Comme je le disais, ne pas envoyer un article 2 fois par semaine, ça va faire plus de mal que de bien également. Puis après, il y a les médias sociaux. Bon, ça, c'est ce qui semble le plus évident, que tout le monde utilise. Donc, utiliser toutes ces channels, utiliser tous ces canaux, ça ne veut pas dire être présent sur tous les canaux. Une fois encore, vous êtes en B2B, Facebook n'a pas forcément d'intérêt. Vous êtes en B2C, LinkedIn n'a pas forcément d'intérêt. Il va falloir choisir les bons canaux. Il va falloir respecter les spécificités de chaque canal. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement se permettre de créer un message et poster la même chose sur tous les canaux. Déjà, il y a des restrictions techniques. Twitter, 140 caractères. LinkedIn, on peut mettre une seule image, etc. Mais surtout, il y a des différences d'audience. Ils n'attendent pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes envies. Il ne faut pas poster forcément au même moment. Donc, bien comprendre son audience, ça permet de poster les bonnes choses sur les bons médias sociaux. Utiliser les groupes. Alors là, ça marche sur Facebook, c'est encore plus efficace sur LinkedIn. Si vous êtes en B2B, les groupes LinkedIn, c'est un endroit super pour faire cette distribution. Vous avez, disons, 50 groupes qui sont vraiment liés à votre thématique. Ça ne sert à rien de s'inscrire à des groupes qui n'ont rien à voir. À chaque fois que vous publiez un article, vous allez pouvoir en même temps le distribuer sur ces groupes. Ce qui fait que tous les membres de ces groupes, si c'est des groupes relativement larges, risquent de recevoir un email qui leur diront qu'un nouvel article a été posté. Il y a toujours dans chaque groupe, il y a des gens qui sont actifs et puis il y a 80% de la population qui est complètement passive. Et ça va vous permettre d'atteindre de nouvelles audiences dans votre niche et ça ne coûte rien du tout parce que vous créez votre article qui a déjà été créé, il suffit juste de l'envoyer sur ces groupes. Et vous avez la possibilité, quand vous utilisez des choses comme Add This, Share This, des petits plugins que vous rajoutez sur votre blog, vous savez, tous les petits logos qui vous permettent de partager immédiatement, ça va vous permettre de partager sur tous vos groupes en une fois, au lieu de faire un partage, un groupe à la fois. Et une fois encore, toujours pareil, se mettre à la place de son audience pour s'assurer de bien partager la bonne chose au bon moment. Une fois que ça a été partagé sur les réseaux sociaux, on n'a fait qu'une partie du travail. Il va falloir répondre aux questions. Quand quelqu'un vous remercie pour votre article, il va falloir lui répondre quelque chose. En général, poser une autre question. Répondre un merci à un merci, ça ne va pas engager particulièrement la conversation. Mais si quelqu'un partage votre contenu,
poster une question, poster un commentaire, poster une question ouverte à laquelle il ne va pas répondre par oui ou par non, mais engager la conversation. Ça va permettre de transformer cette personne qui jusque-là était juste un lecteur simple en quelqu'un d'engagé. Parce qu'à chaque fois que lui va poster quelque chose, à chaque fois qu'il va répondre à une question, il va de nouveau renvoyer votre article à tout son réseau. Donc c'est vraiment important de s'engager et d'essayer de créer des... Alors c'est beaucoup plus facile si déjà quelqu'un vous a laissé un message. C'est-à-dire même si c'est simplement un thank you for sharing, c'est beaucoup plus simple de rebondir là-dessus que d'être le premier à laisser un commentaire sur son propre article qui est toujours un peu triste. Mais vous pouvez facilement engager déjà votre réseau direct. Donc vous avez forcément un partenaire, un client, un supplier avec qui vous avez une bonne relation. Non, de temps en temps, bon, laisse-moi un petit commentaire, ça va me permettre de relancer la machine. Et une fois qu'il y a quelque chose qui se lance, c'est beaucoup plus simple après de créer des conversations. Personne ne veut être le premier, mais déjà quand il y a 2-3 commentaires, c'est beaucoup plus simple, après ça part tout seul. Donc passer du temps, pas simplement à partager, mais vraiment à engager son audience derrière. Et une bonne pratique quand on fait du partage sur les groupes, c'est pas de simplement dire j'ai créé un nouvel article, lisez-le, mais c'est de lancer un débat. Si votre article peut être un petit peu polémique, dirons-nous, c'est une bonne manière de faire réagir les gens, en bien ou en mal, mais peu importe, ça crée une conversation. Après, il ne s'agit pas d'abîmer votre marque, évidemment, mais en créant des sujets qui lancent un véritable débat, ça va vous permettre d'avoir des conversations et donc plus de vues, et donc plus d'audience, plus de visiteurs, un meilleur référencement, etc. Le network, alors contactez votre réseau. C'est-à-dire quand vous avez un article intéressant que vous venez de publier, ne vous contentez pas de le lancer sur les médias sociaux. Si vous savez que vous avez dans votre réseau direct 3 personnes qui sont particulièrement susceptibles d'être intéressées par ce sujet, envoyez-leur directement avec un email personnel. Ça va apporter des gens qui vont commenter, qui vont partager derrière. Les experts dont je parlais précédemment, si vous avez un article qui rentre particulièrement dans leur domaine d'expertise, c'est pareil. Vous ne contentez pas de le poster, ils envoient 300 par jour passer des articles de ce type-là. Engagez-les, dites-leur que vous avez écrit cet article, vous aimeriez bien avoir juste un petit commentaire, leur opinion, est-ce qu'ils sont d'accord avec le contenu de l'article. N'envoyez pas tous vos articles à tout le monde à chaque fois. Il n'y a rien de pire pour s'assurer de finir dans les boîtes de spam et que personne ne vous lise plus. Il faut vraiment que ce soit un minimum personnel, en tout cas quand on parle de votre réseau. Et la véritable question à toujours se poser, c'est qu'est-ce que j'ai à y gagner? C'est-à-dire si je vous envoie quelque chose et que c'est purement pour mon bénéfice personnel et que ça ne vous apporte rien, vous n'allez pas me donner un coup de main. Sauf si on a une super relation à la base, ça ne va pas fonctionner. Donc toujours se poser la question, qu'est-ce que la personne à qui j'envoie quelque chose a à y gagner à me filer un coup de main? Est-ce que vous allez lui renvoyer l'ascenseur par la suite? Est-ce que ça va lui apporter de la visibilité? Est-ce que c'est vraiment un article intéressant dans son business, etc. Mais toujours se mettre à sa place. Ok, alors le personal branding. Là on rentre dans le sujet précédent, à savoir est-ce que je devrais me mettre en avant sur LinkedIn? Est-ce que je devrais laisser mon entreprise? Est-ce que je devrais me cacher derrière le logo? Donc personal branding, c'est pas bon pour tout le monde. C'est particulièrement bon en B2B et encore une fois, ça dépend du contexte. Il y a certaines entreprises pour lesquelles le personal branding, ça a vraiment une valeur ajoutée. Alors, la première chose à voir, c'est quels sont les véritables bénéfices. Le premier des bénéfices à voir, c'est que votre entreprise, c'est une entreprise. C'est-à-dire que ça n'a pas un visage humain à la base. Votre entreprise, c'est un logo, c'est un répondeur, c'est une boîte email, c'est un site web. Ça manque en vous mettant en avant, ça va vous permettre de donner un visage humain. C'est-à-dire que c'est plus simplement une entreprise qui parle à ses clients, c'est une personne qui connaît son domaine, qui est expert dans son domaine, qui va parler à son audience. Donc ça donne une image humaine. Après, ça vous apporte, alors je repars toujours sur LinkedIn parce que c'est un peu plus mon domaine que Facebook, désolé pour les B2C, mais ça vous apporte une bien meilleure reach. Alors là, reach en français, reach, d'accord. Ça vous apporte une bien meilleure reach parce que une entreprise qui poste sur LinkedIn, l'engagement est toujours beaucoup plus bas et on parle d'un ratio 1 pour 15 qu'une personne qui poste sur LinkedIn. Ça vient d'une personne, ça vient d'un humain, je connais cette personne, on a déjà discuté par le passé, je vais être beaucoup plus intéressé que de créer un network, de créer un réseau autour d'une personne qu'autour d'une entreprise. C'est une fois encore en mettant votre image sur la devanture de votre entreprise, en tout cas sur les réseaux sociaux, ça va vous permettre de créer des réseaux autour de vous. Éventuellement de devenir un influenceur à plus ou moins long terme. Et ça vous rajoute de la crédibilité. Encore une fois, quand on voit qu'il y a une personne qui a fait 15 ans dans l'industrie des cosmétiques, on a plus tendance à lui faire confiance parce qu'on sait qu'il s'est vraiment passé quelque chose derrière.
Par contre, il y a des règles. Personal branding, d'abord, va falloir faire un petit peu polir son image. Polir son image, c'est-à-dire on va éviter tout ce qui est... Alors je disais avant qu'il fallait être un petit peu polémique pour créer la conversation. Il faut juste connaître les limites. On va éviter, encore une fois ça dépend du business, mais enfin tous les sujets qui touchent à la religion ou à des choses vraiment personnelles, à la politique, etc. peut-être laisser en dehors. Ne pas non plus oublier que LinkedIn c'est pas Facebook, donc les photos à la plage c'est pas forcément le bon réseau. Voilà, il faut poster régulièrement. Vous verrez aucun influenceur sur LinkedIn qui poste une fois tous les 6 mois. Poster, ça ne veut pas dire forcément un nouvel article. On ne parle pas de marketing de contenu, on parle de personal branding. Donc poster, ça peut être liker, ça peut être laisser un commentaire. Dès que vous avez une activité sur LinkedIn, vous êtes en vie sur LinkedIn. Votre réseau va vous voir que vous avez une opinion, que vous avez quelque chose à dire. Pourquoi donc GoToSelfie, c'est pareil que pour le marketing de contenu. Il ne s'agit pas de faire la promotion de ses produits sans arrêt, il s'agit de faire la promotion de son entreprise. Maintenant, j'aimerais bien prendre quelques exemples. Alors évidemment, j'ai pris des exemples que tout le monde connaît, parce que si je rentre trop dans les niches, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais pour toutes ces personnes, c'est à la fois, ils ont une marque très connue et ils ont une image personnelle. Ils ont toujours quelque chose à dire, ils ont toujours à partager. Alors, ils faisaient ça bien avant que LinkedIn soit là hein, quand on parle de Bill Gates, etc. Ils étaient déjà là avant. Mais c'est vraiment il faut vraiment apprendre à cultiver son image personnelle si on peut se permettre d'être l'image de son entreprise. Après, certaines entreprises avec lesquelles j'ai travaillé n'avaient pas envie que le PDG se mette en avant, donc on prenait à la place une spokesperson, personne en charge du PR par exemple, ou peu importe. Il faut que ce soit quelqu'un de stable, il ne faut pas qu'il disparaisse au bout d'un an, parce que c'est un petit peu dommage de tout créer et de tout perdre derrière. Mais se mettre en avant, ça peut vraiment avoir un aspect important, parce que ça donne l'image humaine, ça permet d'assurer une crédibilité. Peut-être qu'il y en a qui connaissent Chris Reed, l'expert en LinkedIn. Donc voilà, lui c'est l'exemple parfait. Il a son entreprise qui est très connue, qui est même au Nasdaq, qui s'appelle Black Marketing. C'est un expert en LinkedIn, mais tout le monde connaît cette personne mieux que son entreprise, parce qu'il s'est créé une image personnelle qui fait que maintenant il a un réseau énorme, il peut demander des coups de main à n'importe qui, on va toujours l'aider, on va toujours partager son contenu, parce qu'il a créé un réseau autour de lui. Ok. Alors voilà, pourquoi j'en arrive là, c'est parce que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est bien beau, mais ça manque d'une pièce finale. C'est-à-dire, on a créé du contenu, on a créé du trafic, on a un bon référencement, on a des gens qui viennent sur notre site, super. Comment on arrive au dernier point? Comment on lit avec le dernier point qui est je veux vendre mes produits? Parce que apporter du trafic c'est bien, si je ne vends pas, ça a peu d'intérêt. Alors l'idée c'est de faire de la capture de lead, donc la capture de l'information prospect. Là je vais vous offrir plusieurs approches pour faire ça. Une fois encore, ça dépend à chaque fois de votre business, de votre ligne d'industrie personnelle. Lead capture technique, ça c'est des choses qui sont relativement standards, que vous trouverez sur tous les bons blogs ou sites. Il va d'abord y avoir newsletter subscription. C'est le plus standard de tous, c'est pas extraordinaire, mais ça fonctionne encore bien, ce serait dommage de passer à côté. C'est-à-dire j'ai un blog, j'écris des articles, et à droite, j'ai un petit inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir mes articles régulièrement. Après, si on veut aller un peu plus loin, on va avoir les white papers. Alors, white papers, c'est quoi? Les livres blancs. C'est tout type de contenu qui va pouvoir être téléchargeable en échange d'informations. Donc, type de contenu, ça peut être un article au format PDF, ça peut être un fichier Excel préformaté pour un budget, pour peu importe. Ça peut être un infographique, ça peut être une vidéo, ça peut être une étude de cas, enfin peu importe. Un livre blanc, c'est n'importe quel type de support que je mets en version téléchargeable pour aller plus loin. Alors prenons un exemple très concret, les voitures d'occasion. J'ai écrit un article qui explique comment choisir sa voiture d'occasion, quels sont les tests à faire, comment choisir son budget, etc. À la fin de cet article, je vais pouvoir vous dire, voilà, si vous avez apprécié l'article, maintenant je vous invite à aller encore plus loin. Vous pouvez télécharger le rapport 2017 des meilleures voitures d'occasion organisé par Marc, contrôle technique, je ne sais pas quoi. Tout ce que je vous demande en échange, c'est de me donner votre email. Et je vais vous envoyer ça sur votre email directement. L'avantage pour moi, l'entrepreneur, c'est que je n'ai plus sur mon site web un visiteur que je ne connais pas, dont je ne connais ni le nom, ni l'email, ni rien, et qui reviendra ou reviendra peut-être pas. Mais à la place, j'ai un prospect. Je sais qu'il a un intérêt particulier pour le monde des voitures d'occasion, et je sais que même si ce n'est pas demain matin, j'ai potentiellement la possibilité de lui vendre quelque chose. Donc je veux absolument obtenir son email et lui offrir du contenu de qualité à télécharger en échange d'informations. C'est une bonne stratégie pour faire ça. Par contre, il faut toujours que ça se place en fin d'article. C'est-à-dire si vous arrivez avant l'article, vous essayez de me faire télécharger quelque chose alors que je ne sais même pas la qualité de ce que vous avez à m'offrir,
Alors, une bonne stratégie, alors ça peut être des choses que vous avez écrites, mais ça peut être également, je ne sais pas si vous êtes, par exemple moi dans le monde des trade shows, j'ai créé plusieurs fichiers en interne pour créer mon budget, par exemple. Comment faire mon budget? Eh ben, je vais juste effacer mes informations personnelles et ce fichier de budget standard que j'utilise depuis 10 ans, je vais pouvoir le mettre en téléchargement gratuit sur mon blog. Ça ne me demande quasiment aucun travail, c'est quelque chose qui existe déjà et je sais que ça va bénéficier à d'autres entreprises. D'ailleurs, du contenu que vous partagez sur plusieurs articles. Sur mon blog, par exemple, je partage un infographique pour être meilleur en SEO. Tous les articles, je dois en avoir une trentaine qui parlent plus ou moins de SEO, je propose de télécharger cet outil-là. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on crée à chaque fois. C'est pas forcément une dose de travail supplémentaire importante. Les tests, les calculators, ça c'est peut-être la plus efficace des trois techniques. Vous l'avez déjà vu, c'est par exemple, je veux obtenir un devis gratuit. Obtenir un devis gratuit, c'est l'assurance d'obtenir des informations détaillées de mon prospect. Et ça fonctionne toujours parce que si vous avez un produit intéressant, la personne va vouloir obtenir un devis. Donc là, on est déjà un peu celle-ci, mais il peut y avoir des tests. Par exemple, je travaillais il y a quelques années pour une entreprise qui faisait des produits d'entretien, dont un produit pour nettoyer les claviers. Donc on avait créé un test en ligne sur le blog qui s'appelait « How dirty is my keyboard ?» Quel est le niveau de saleté de mon clavier. Donc en répondant à quelques questions très simples, on était capable de vous dire, voilà, il y a 30 millions de bactéries sur votre clavier, il va peut-être falloir penser à le nettoyer un petit peu. Avec des questions du type, est-ce que vous mangez devant votre ordinateur, vous lavez les mains, etc. Les gens font le test, c'est ludique, c'est intéressant, c'est éducatif, et à la fin, pour obtenir les résultats, on va devoir donner son email. Et en même temps, on va pouvoir partager les résultats sur Facebook, comparer, etc. Ce genre de test de calculateur, je dis calculateur, ça pourrait être les sites en France qui vous permettent de calculer votre emprunt pour acheter une maison, pour acheter une voiture ou peu importe. C'est typique d'un calculateur. Je rentre 2-3 données intéressantes, je donne mon email et en échange, je reçois des données supplémentaires. Donc ça, c'est certainement ce qui fonctionne le mieux. C'est un peu plus complexe à mettre en place, mais ça vous apporte des leads. C'est-à-dire, vous avez passé tellement de temps à créer du trafic, ce serait vraiment dommage que ça reste des gens anonymes que vous ne pouvez pas contacter. Free quotation. Site Living Pop-up. Alors, je ne suis pas particulièrement fan, mais c'est vachement répandu, donc on va en parler un petit peu. Vous avez peut-être vu sur des blogs, sur des sites, quand vous essayez de quitter la page en cliquant sur la petite croix, en dernière seconde, vous avez un pop-up qui arrive parce qu'ils se sont rendus compte que vous alliez partir en disant « Hop, partez pas si vite, on a un petit cadeau pour vous, donnez-nous votre email et on vous offre quelque chose de supplémentaire. » Ça s'appelle les Site Living Pop-up et ça fonctionne pas mal non plus. Même si c'est que 2% de votre trafic, et que vous avez 1000 personnes par mois qui viennent, ça vous permet d'avoir 20 prospects supplémentaires. Ça fera peut-être un client supplémentaire. Donc toutes ces techniques sont intéressantes à mettre en place, parce que sinon c'est un petit peu dommage de faire autant d'efforts pour du marketing de contenu qui ne mène à rien. Toujours être transparent sur le but du jeu. Si les gens vous donnent un email et qu'ils se retrouvent inscrits à votre newsletter, il va falloir leur dire en amont. La pire chose que vous puissiez faire, c'est de ne pas être transparent, parce que si les gens commencent à vous catégoriser comme spam, ça se transmet très rapidement. Alors pour faire simple, sans être trop technique, quand vous envoyez des emails, vous les envoyez à partir d'un serveur d'email. Vous avez deux choses quand vous envoyez un email. Vous avez votre nom de domaine, qui est le nom de votre entreprise avec le .com, .fr, etc. Et vous avez le serveur qui envoie l'email, qui est un serveur physique. Chaque fois que vous envoyez un email, ces deux informations partent avec. À chaque fois que quelqu'un vous catégorise comme étant spammeur, ça envoie un signal de manière internationale que ce serveur et ce nom de domaine ont tendance à faire du spam. S'il y en a un par mois, c'est pas la mer à boire. S'il y en a 5 par mois, ça commence à devenir important. Le risque, c'est que plus vous avez des gens qui vous catégorisent comme spam, plus vos emails vont arriver dans les boîtes spam ou ne même pas arriver du tout. Donc faire bien attention, être bien transparent. Il vaut mieux atteindre 10 personnes intéressées que 3000 personnes non intéressées qui risquent de vous catégoriser comme spam. Maintenant, quel type d'informations je peux capturer quand je discute avec des prospects? Donc il va y avoir l'email, il va y avoir le nom, il va y avoir l'entreprise, la position dans l'entreprise, la taille de l'entreprise si on est en B2B, ou le profil, vous êtes homme, femme, 30 ans, 60 ans, etc. Le numéro de téléphone. Tout ce genre d'informations peut être capturé. La vraie question à se poser, c'est pas ce que je vais capturer, parce que déjà, ça dépend vraiment de votre entreprise, d'accord? Il faut, en fonction de ce que vous voulez faire de cette information. Ce qu'il faut vraiment se poser comme question, c'est de quoi j'ai besoin.
ne jamais demander plus que ce dont vous avez besoin. Pour deux raisons. Un, parce que plus votre formulaire est long, moins vous aurez de personnes qui vont accepter de les donner, ces informations. Et deuxièmement, surtout si vous avez un business qui est lié à la France ou à l'Europe en général, il y a des règles à rallonge à suivre pour la gestion des données privées. Donc si vous n'avez pas besoin d'une information, n'allez pas vous embêter à l'obtenir, ça n'apportera rien, plus d'ennui qu'autre chose. Et la deuxième chose à garder à l'esprit, c'est que la taille de votre formulaire dépend de l'intérêt de ce que vous avez à offrir. Donc si je vous offre un rapport annuel de 3000 pages qui vaut de l'or et qu'on pourrait acheter pour 700 € et que je vous demande de remplir un formulaire de 10 questions, c'est pas énorme. Par contre, si pour m'inscrire à la newsletter, dont j'ai pas forcément besoin, vous me demandez le nom de ma grand-mère et l'endroit où je suis né, ça devient un petit peu gênant. Donc toujours bien garder à l'esprit que la taille du formulaire doit être liée directement à ce que j'ai à offrir. Prenons deux exemples concrets. Ça, c'est un exemple de white paper. Alors, j'ai pris un blog réputé qui s'appelle Conseil Marketing, que je vous conseille d'ailleurs, qui est géré par Frédéric Canvet en France. Et ça, c'est typique. Donc, il va avoir tous ces articles qui se mettent en place. Et à chaque fois, à côté, il va avoir, donc là, c'est un e-book, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, simplement votre email et vous recevez l'e-book. Ce qui lui permet à lui de convertir sans arrêt ses visiteurs inconnus en prospects connus. Et un deuxième exemple, ça va être un service de devis. Qu'est-ce que j'ai pris? Auto Insurance, décidément, c'est pas le monde de l'automobile. Avec un calculateur. Pareil, c'est simplement pour obtenir un devis, ne me posez pas 50 questions, excepté si c'est vraiment important pour l'établissement du devis. Mais avec 3-4 questions, get quote, moi j'ai l'information du client, et le client est satisfait parce qu'il a l'information qui est recherchée. Donc ça, ce sont des techniques toutes simples et qu'il faut vraiment mettre en place pour ne pas gâcher les efforts que vous avez mis en place. Vous avez une base de données, alors elle peut être très petite, elle peut être énorme. L'idée c'est que si vous créez du marketing de contenu, elle va grandir assez rapidement cette base de données. Donc il va falloir la segmenter correctement. Segmenter sa base de données, ça veut dire savoir exactement qui sont les personnes dans ma base de données, histoire de ne pas envoyer n'importe quoi à n'importe qui à n'importe quel moment. Donc il y a deux types de segmentation pour une base de données. Il y a alors la segmentation horizontale et la segmentation verticale. La segmentation horizontale, c'est une segmentation par profil. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de définir quel est le profil de sa personne pour la rentrer dans une petite case. Je vais définir un peu plus précisément juste après. Et la segmentation verticale est peut-être encore plus importante, elle correspond à ce qu'on appelle le buyer's journey, donc le cercle d'achat, le parcours d'achat de votre client, où il se trouve exactement dans son parcours d'achat. Donc, si on prend la segmentation horizontale, l'idée c'est de trouver le critère qui est propre à votre entreprise, qui va vous permettre de segmenter votre base de données. Alors ça peut être Product Interest. Cette personne est intéressée par mon produit A, produit B, produit C. Je le sais parce qu'il a visité des articles qui parlent de ce type de produit, ou il a visité des pages produits qui parlent de ce type de produit, etc. Ça pourrait être une segmentation par position dans l'entreprise. Je mets tous les CEO, CMO, CTO d'un côté, je mets les juniors, les internes de l'autre, etc. Ça pourrait être par past purchase. Cette personne n'a pas acheté depuis 6 mois, il n'a pas acheté depuis 1 an, il a acheté hier matin. Ça pourrait être par location. C'est une personne qui vit aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong ou à Metz. Ça pourrait être par l'âge de la personne. Ça pourrait être, on pourrait continuer, etc. L'idée, c'est de segmenter. Pourquoi? Si on repart à l'exemple de départ, on parlait des landing pages tout à l'heure, j'ai un jeune étudiant avec un petit budget qui veut acheter une petite voiture, ou j'ai un quinca qui a un gros budget qui veut s'acheter une belle voiture de sport. Quand je vais commencer à contacter ces gens, que ce soit par email ou par une autre méthode, ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Je ne peux pas me permettre de leur envoyer le même email, parce que sinon il y en a au moins un des deux qui va soit se désinscrire, soit pire, me catégoriser comme spam. Donc il faut vraiment que je sache à qui j'envoie mes emails, et pour ça il faut une bonne segmentation. Et vous n'avez pas du tout besoin de tous ces éléments, il faut choisir un, voire 2 éléments qui correspondent vraiment à votre business, qui a un sens, et faire une segmentation correcte. Et après, il y a la segmentation verticale. La segmentation verticale, c'est le cycle d'achat du client. Alors, on définit plusieurs cycles. Votre entonnoir de vente, globalement, c'est le même pour tout le monde. Après, il diffère d'une industrie à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'un cas à l'autre. À la base, c'est toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire, premier élément, je découvre qu'il y a un problème. J'ai besoin ma voiture vient de tomber en rade, il va falloir que je trouve une solution. Je commence à chercher sur internet les solutions qui correspondent. Peut-être pas le meilleur exemple, mais enfin, j'espère que vous me suivez.
Ensuite, je vais trouver les solutions. D'abord, je découvre le problème, ensuite, je découvre les solutions. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux y faire? Je pourrais acheter une nouvelle voiture, je pourrais louer une nouvelle voiture, je pourrais l'emprunter à un copain. Il y a peut-être des sites d'échange de bons procédés, il y a peut-être du car sharing, etc. Après, je vais commencer à chercher un produit. J'ai défini le type de solution que je veux. Maintenant, je vais essayer de définir le produit qui va répondre à cette problématique et m'offrir la solution que je souhaite. Après, je vais commencer à comparer les produits. Lequel est le meilleur en fonction du pricing, en fonction de la qualité, de la crédibilité, etc. Après, je vais prendre une décision. Après, je vais devenir un client. Un peu trop vite. Donc voilà, vous avez tous ces stades. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, il pourrait y en avoir beaucoup moins. Ça dépend de votre type d'entreprise. L'intérêt, c'est de savoir où se trouve chaque personne dans ma base de données par rapport à mon cycle client. Et la raison pour laquelle vous devriez faire ça, c'est que si quelqu'un est simplement en train de chercher des solutions et que vous arrivez avec votre produit et votre promotion et on a un super discount pour acheter aujourd'hui avant minuit, ça n'a aucun intérêt parce qu'il n'a pas encore décidé du type de solution qu'il voulait. A l'inverse, si vous avez quelqu'un qui est prêt à prendre sa décision, qui est prêt à acheter le produit, il a juste un petit problème sur le timing ou sur le prix et que vous le renvoyez avec un article sur quelle solution choisir quand j'ai un problème avec ma voiture, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc le but du jeu, c'est de découvrir pour chaque personne qui est dans votre base de données à quel niveau du cycle de vente il se trouve pour pouvoir lui envoyer des offres intéressantes. Une fois que vous avez ces deux segmentations qui sont mises en place, vous vous retrouvez avec une matrice à 2 dimensions, très simple, et vous allez pouvoir décider à chaque fois que vous envoyez un email ciblé, ok, cet email c'est un article ou c'est du contenu ou c'est une vidéo, peu importe, qui s'adresse à ce type de personne qui est plus ou moins dans ce niveau de son cycle d'achat, et je n'envoie cet article ou cet email que à ces personnes-là. En faisant ça, je réduis mon taux de rebond, je réduis mon taux de spam, de désinscription, et j'augmente mon taux d'ouverture, j'augmente mon engagement, j'augmente l'efficacité de ma campagne d'emailing. Should I send and when? Alors ça, c'est la seule partie de la présentation sur laquelle je parle vraiment de mes préférences personnelles. Donc on va voir si tout le monde est d'accord ou pas. D'autres marketeurs vous diront des choses différentes. Vous envoyez des emails, en général, il y a deux stratégies. Soit une stratégie de calendrier, soit une stratégie de déclencheur. Une stratégie de calendrier, c'est-à-dire ce qu'on appelle des EDM, Electronic Direct Email. C'est-à-dire, je définis que le premier mercredi de ce mois-ci ou ce dimanche, je vais envoyer une campagne d'email à une certaine un certain groupe de personnes pour faire la promotion d'un produit, pour faire la promotion d'un article, etc. Une stratégie de trigger, c'est différent. Stratégie de déclencheur, c'est à chaque fois qu'il se passe quelque chose au niveau du client, je vais lui envoyer un email. Donc par exemple, ce client vient d'acheter un produit. Je lui envoie un email pour confirmer la vente, pour lui demander s'il était satisfait, ou bien ce client ne s'est pas présenté sur mon site depuis plus de 6 mois. Je lui renvoie un email pour savoir ce qui se passe. Ce client s'est connecté, il a regardé les produits, mais il a mis des produits dans son shopping cart, mais il n'a pas payé. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 heure plus tard, j'envoie un email pour voir si je peux l'aider, si je peux lui donner un petit discount, un promo code, etc. Donc ça, c'est des emails de déclencheur. Personnellement, j'encourage toujours les gens à utiliser plutôt des emails de déclencheur parce que l'email est attendu. C'est-à-dire, j'ai fait une action, je reçois un email qui correspond à cette action, je ne suis pas surpris. Je ne considère pas ça comme étant du spam, si l'email a été bien écrit, parce que je pouvais plus ou moins m'y attendre. Il y a une certaine logique. Les emails de calendrier, en général, ils arrivent toujours dans votre boîte mail au mauvais moment et 3 fois sur 4, ils vont finir de toute façon dans votre trash box parce que vous n'avez pas prévu de le recevoir et pas forcément envie de le lire. Donc, pour tous ces emails, que vous choisissiez l'une ou l'autre, définissez une fréquence maximum. C'est-à-dire, on va peut-être définir qu'au grand maximum, quelle que soit la situation, j'enverrai pas plus de 1 email par jour à mes clients. Quand bien même il va avoir 3 déclencheurs, je vais m'assurer de ne pas lui envoyer 3 emails. Donc, ça pourrait être 3, ça pourrait être 5, ça dépend de vos produits une fois encore. Et toujours prendre l'approche du client. Une fois encore, c'est comme avec les experts, what's in it for me? Qu'est-ce que ça va apporter à moi? Si vous commencez à prendre une approche ce que j'ai à offrir plutôt que de ce que vous avez à y gagner, dans tous les cas, vos emails ne seront pas lus et vont finir dans la trash box. Make it work without images. Alors ça, c'est une bonne pratique pour tous vos emails en règle générale. Quand on parle de B2C, c'est toujours bon de rajouter des images. Ça peut être l'image du produit, ça peut être un peu de branding, ça peut être un logo, ça peut être des couleurs, etc. C'est toujours une bonne solution de prendre des images. En B2B, en règle générale, ça marche tout aussi bien avec ou sans images. Ce n'est pas forcément une obligation d'en rajouter.
Dans tous les cas, assurez-vous que votre email fonctionne même si les images ne téléchargent pas. À savoir que plus de 50% des emails sont désormais lus au format mobile. Alors c'est des statistiques internationales, hein, ça va être différent d'un pays à l'autre. Plus de 50% des emails sont lus au format mobile. Donc il va falloir que ça fonctionne sur un téléphone. Et sur la plupart des clients de téléphone, des clients email de téléphone, vous allez vous rendre compte que les images ne s'affichent pas par défaut. C'est à vous de choisir de les afficher. Donc il faut s'assurer que vous n'avez pas une énorme bannière tout en haut, qui si elle ne s'affiche pas, on n'arrive pas à lire l'email. Il faut absolument scroller. Donc le but du jeu, c'est de faire en sorte que si vous voulez des images, très bien, il va falloir des images qui ne vont pas bloquer le rendu de l'email. Use one single CTA. Donc CTA, c'est Call to Action. Et ça, c'est vrai dans tous vos emailing et vos stratégies marketing en règle générale. Il faut toujours un seul CTA. C'est-à-dire, si le but de cet email, c'est de vous faire acheter un produit spécifique, il va falloir que tout l'email soit écrit de manière à atteindre cet objectif. Si votre but, c'est que la personne visite le site, il va falloir créer tout l'email dans cet objectif principal. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'emails qui sont envoyés ont de multiples CTA. Si vous cliquez là, vous allez pouvoir acheter ce produit. Si vous cliquez là, vous allez pouvoir visiter notre blog. Si vous cliquez là, vous allez pouvoir voir les nouvelles collections, etc. Quand vous faites ça, les études montrent très clairement que plus on donne d'options à une personne, plus il est difficile de faire un choix. Quand il y a un seul choix, c'est oui ou non, et la décision est plutôt facile à prendre. Quand il y a plusieurs choix, on ne sait pas trop quelle décision prendre inconsciemment, et du coup, on a de moins en moins de personnes qui vont cliquer sur vos liens. Donc, un email, un objectif, un CTA à chaque fois dans tout ce que vous faites. Et comme on en parlait tout à l'heure, do not forget the unsubscribe button. C'est absolument vital de s'assurer que les gens puissent se désinscrire, parce que s'ils ne peuvent pas se désinscrire, la seule autre option qu'ils ont, c'est de vous catégoriser comme spam, et personne ne veut ça. Alors, 2-3 exemples. Un exemple avec Uber. Ça, c'est le reçu que vous avez, alors je crois que c'est la version Californie, que vous recevez quand vous venez de finir une course avec Uber. Ils ont des taux d'ouverture extraordinaires. Première raison, parce que c'est triggered, donc les gens s'attendent à recevoir un email. C'est pas un email qui n'avait pas été demandé. La deuxième raison, c'est que la subject line, alors, je ne sais pas si vous allez la lire, Your Wednesday morning trip with Uber. La subject line, elle est courte, donc c'est pas un sujet qui fait 3 lignes, et elle est très claire. On sait exactement ce que l'email va contenir. Donc je sais exactement si j'ai envie de l'ouvrir ou pas. Tous les emails qui commencent par Great promotion this month, Amazing discount, ok, c'est combien, c'est sur quoi, c'est pourquoi, c'est comment, c'est vraiment très celle-ci, et vous avez des taux d'ouverture beaucoup moins intéressants. Donc, clear and short subject line, c'est un bon procédé pour augmenter son taux d'ouverture d'email. Ensuite, customer centric. Donc d'abord, on parle de la valeur pour le customer, pour le client. On lui donne son récépissé, etc. Et seulement après, on commence à faire un peu de publicité, partager, etc. Il y a un seul CTA. Le seul but du jeu de cet email, au-delà de la valeur ajoutée pour le client, c'est que vous allez pouvoir partager, gagner un peu plus d'argent et faire de la publicité pour Uber. Et même dans ce cas-là, le CTA est orienté valeur client. C'est-à-dire c'est toujours pour que le client et ses amis gagnent de l'argent. C'est pas pour que l'entreprise gagne de l'argent. Donc dans tous les cas, le funnel est toujours le même. On commence par la valeur client, on descend. On a un seul CTA qui est très clair et même dans ce cas-là, c'est customer centric. Un deuxième exemple, pareil, un email triggered. La personne ne s'est pas connectée depuis un certain temps. Donc c'est pas surprenant, c'est personnalisé. Le sujet est très clair, on sait exactement de quoi ça parle, le titre est énorme, on sait exactement de quoi ça va parler. L'avantage pour le client, Customer Centric, il est clair, il est mis en avant, il y a un contraste suffisant. Le CTA, pareil, il y en a un seul, il est très clair et il se retrouve à la fin. Revenez nous voir et on va vous offrir des nouveaux produits. C'est Customer Centric parce que c'est l'avantage pour le client. Et là, dans cet exemple précis, il y a une image, mais c'est une image qui est non bloquante. C'est-à-dire que si cette image ne s'affichait pas, ça bloquerait absolument pas le reste de l'email. A l'inverse, si ça avait été une image et qu'elle ne s'affichait pas, il y aurait déjà tout un bloc en haut de l'email qui ne serait pas apparu et ce serait beaucoup plus difficile de garder vos lecteurs. Ok, on a atteint la fin. La dernière partie, c'est l'automation. On a parlé de beaucoup de choses à mettre en place. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, il y en a qui sont plus time consuming que d'autres, et il y en a certaines qui peuvent être automatisées. Alors ça c'est un exemple, ça c'est mon blog personnel. J'ai créé ce qu'on appelle, par exemple, alors, je prends l'exemple concret de Twitter, j'ai créé ce qu'on appelle des séries. L'avantage des séries, c'est que
je crée une stratégie, je la mets en place et ensuite elle est totalement automatisée, donc je n'ai plus besoin de m'en soucier. Donc, quelques exemples. Que vous utilisez Buffer ou Hootsuite? Oui? Un seul? Personne d'autre? Ok. Alors, je vous conseille d'aller voir Buffer qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Vous utilisez lequel? Hootsuite. Alors, Buffer est beaucoup plus simple d'utilisation. Hootsuite, c'est un peu plus dur au départ. Une fois qu'on s'y est fait, ça ne change pas grand-chose. Les deux ont une version payante et la version gratuite est largement suffisante pour les petites entreprises. Ces deux softwares, ce qu'ils vont vous permettre de faire, vous créez un compte en ligne et vous allez connecter tous vos réseaux sociaux. Alors ça peut être Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et Google+, je crois. Et vous allez pouvoir créer votre contenu. C'est un scheduler, en gros. C'est-à-dire vous allez créer tous vos posts, vous les rentrez dans la machine et automatiquement, Buffer ou Hootsuite va poster sur vos divers réseaux sociaux le contenu que vous avez créé selon soit un calendrier que vous avez choisi, soit selon un calendrier suggéré qui correspond aux meilleures heures de posting pour votre industrie et votre compte. L'intérêt de ce genre de choses, c'est des outils que j'utilise tous les jours. Si vous créez des articles, plutôt que de passer à chaque fois 2 heures à essayer de le poster manuellement sur tous les réseaux sociaux, mettez tout dans Buffer et pendant les 7 jours à venir, Buffer va s'occuper de faire la distribution pour vous de manière automatique. Script, vous avez la possibilité également, si vous avez quelqu'un en web design par exemple, si vous avez une agence qui travaille avec vous, de créer des scripts qui vont poster automatiquement. Donc ça, c'est l'exemple de ce que j'ai là. J'ai créé par exemple une base de données de 300 astuces. Et chaque jour, à des heures fixes, j'ai un petit script qui va tourner sur mon site et qui va envoyer sur Twitter automatiquement une astuce au hasard dans cette base de données de 300. C'est une stratégie qu'on a mis en place aussi avec une entreprise qui fait de company setup à Hong Kong, qui va envoyer des astuces toutes les semaines pour expliquer à quoi bien penser quand on crée son entreprise. Alors si on prend l'exemple de la décoration, ça pourrait être une série sur l'item de la semaine ou l'item du jour, la meilleure vente de la semaine, etc. Si on part sur les coques de téléphone, ça pourrait être la coque de téléphone la plus populaire cette semaine, la plus populaire aujourd'hui, la plus populaire cette heure, etc. Donc tout ce genre de choses, ça permet d'automatiser un maximum. Ça demande un petit peu de travail en amont parce qu'il va falloir créer tout ça. Mais après, on enlève tout ça de ses épaules et ça permet d'automatiser pas sa création de contenu, mais sa distribution de contenu. RSS feed, sitemap, c'est des choses un petit peu plus techniques. Mais c'est pareil, c'est des petits fichiers qui vont contenir tous vos derniers articles, qui vont contenir toutes vos dernières pages et qui vont permettre à Google de les indexer directement et automatiquement. Vous pouvez aussi automatiser une partie de votre emailing. Pour ça, il va falloir créer son arbre de décision. Donc son arbre de décision, c'est quand on parlait tout à l'heure des déclencheurs. En gros, c'est avoir une idée très claire. Si le client fait ça, il reçoit tel email. S'il fait ça, il reçoit tel email. Donc une fois que vous aurez créé votre arbre de décision, vous saurez exactement toutes les situations possibles et les emails qui sont liés. Vous aurez créé un maximum de fréquences, c'est-à-dire ne pas lui envoyer 50 emails par jour. Vous allez pouvoir envoyer des emails automatiquement pour chacune des activités qui se passent sur votre site ou sur votre blog. Ça c'est pareil, au lieu de passer une semaine à se dire bon la semaine prochaine j'envoie ma newsletter, il faut absolument que j'écrive le contenu, que je prépare le design, que je la mette dans Zoho, Mailchimp, etc. et que je l'envoie à heure régulière. Il y a moyen d'automatiser toute cette partie. La raison pour laquelle vous devriez automatiser, c'est que tout le temps que vous allez gagner là-dessus, vous allez pouvoir le passer sur la vraie création de contenu et la distribution efficace de votre contenu.